On appelait régime totalitaire dans les années 30 les régimes qui étaient des régimes à parti unique et dont le parti avait vocation à régir en quelque sorte la totalité des activités d'une société, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle. L'État s'occupait de tout. On a eu malheureusement des exemples dans en particulier le fascisme, le nazisme et aussi le stalinisme. Des sociétés totalitaires, le parti ayant vocation à tout faire. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous vivons en démocratie, mais nous constatons d'une part que là où il y avait un parti unique, maintenant il y a une pensée unique et que, disons, les tenants de cette pensée estiment qu'il y a une solution unique, la solution qu'apporte le marché, pour la totalité des activités de notre société. C'est-à-dire que quelle que soit, disons, l'activité, qu'elle soit d'ordre politique, économique, social, culturel, etc., sportive, eh bien, le marché a vocation à la régler. Que ce soit de l'ordre, on voit comment le marché aujourd'hui pénètre tous les interstices de la société, je disais, comme un liquide, en quelque sorte, hein, qui ne laisse rien, qui n'épargne rien. Eh bien, donc, c'est pourquoi on peut parler aujourd'hui de régime globalitaire, parce qu'il y a une volonté à imposer une sorte de solution unique à la pluralité des problèmes que nous connaissons. La pensée unique, je l'avais écrit à un moment où, en 1995, effectivement, je pense que la plupart de nos concitoyens n'avaient pas totalement pris conscience, finalement, qu'on avait basculé dans une idéologie dans laquelle on était immergé. Cette idéologie, c'est l'idéologie, on dirait aujourd'hui néolibérale. Hein, le néolibéralisme, certes, c'est une technique économique, hein, où c'est, disons, un certain nombre de principes économiques. C'est en même temps, en réalité, sans qu'on s'en aperçoive, un véritable carcan idéologique. Et ce que j'avais essayé de pointer, c'est précisément d'abord ça, en disant en quoi ça consiste finalement, c'est-à-dire ça consiste à énumérer un certain nombre de principes, notamment que le marché, la main invisible du marché, a vocation à régler la plupart des problèmes. C'est pas la peine que l'État s'en mêle ou que les citoyens s'en mêlent, laisser faire le marché, etc. Établir un certain nombre de principes comme également la déréglementation. Il faut déréglementer, tout a été trop réglementé, donc l'État est au présent. Il faut moins d'État. Il faut que, en quelque sorte, ce soit le capital qui l'emporte sur le travail. Il faut trancher toujours en faveur du capital. Et il faut privatiser, parce qu'il faut que, disons, le périmètre de l'État soit le plus réduit possible, le périmètre du privé le plus large possible. Il faut favoriser le libre-échange, parce que le commerce, c'est le développement. On faisait une espèce d'égalité, d'équation de ce type. Bref, j'essayais de montrer d'abord comment ces principes-là, en fait, n'apparaissaient pas tout d'un coup, mais ils avaient été élaborés depuis 1944, depuis la conférence de Bretton Woods, qui avait mis sur pied le FMI, la Banque mondiale. C'était tout le travail que le FMI avait conduit depuis les années 60 et 70 en direction des pays du Sud, ce qu'on avait appelé l'ajustement structurel, ou ce que dans certains pays on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix réduire le budget des États, il ne faut pas qu'il y ait de déficit public, il ne faut pas qu'il y ait d'inflation, il faut à tout prix que le nombre de fonctionnaires soit extrêmement réduit, tous les services publics, que ce soit de santé ou d'éducation, soient réduits au minimum, l'État n'a pas vocation à faire des dépenses de cet ordre-là, ainsi de suite. Et beaucoup de pays du Sud en avaient énormément souffert, bien entendu. Donc c'est un peu ça que j'essaye d'expliquer en disant, en réalité, quand on ajoute tous ces éléments, on se trouve devant une idéologie. Hein, et aujourd'hui, je parlais pour la France à l'époque, on était à la veille de l'élection présidentielle qui s'est produite quelques mois plus tard, en mai. Eh bien, je disais, en réalité, aujourd'hui, finalement, c'est cette idéologie-là, cette espèce de pensée unique, presque un parti unique nous était proposé à l'époque.
Au moment où apparaît le néolibéralisme, on a une configuration intellectuelle et institutionnelle qui est assez particulière. On peut dire grosso modo, de 1914 à 1945, le capitalisme traverse une crise qui est sans précédent. Alors c'est une crise sur le plan matériel. Déjà pendant les années 20, le capitalisme a connu un essor nouveau suite à la reconstruction. Mais dès les années 30, c'est la Grande Dépression, avec son lot de chômage, de faillites et des désordres politiques qui s'en suivent. Et sur le plan intellectuel, le credo libéral, en fait, cède le pas devant des revendications de planification économique, de dirigisme et de méfiance, de manière générale, envers le laisser-faire. Partout, en fait, on demande à un renforcement de l'intervention étatique, la mise en place d'une économie dirigée, et ça va se traduire par des réalisations concrètes, à la fois dans des pays à structure dictatoriale, entre guillemets, et dans des pays démocratiques. Alors, bien sûr, on pense au plan soviétique, à la planification quinquennale, mais c'est aussi le New Deal aux États-Unis, avec la National Industry Recovery Administration, ou d'autres structures de ce type. C'est en Allemagne nazie le ministère de l'économie impériale, c'est dans l'Italie fasciste le ministère des corporations, et même en France, par exemple, on instaure un ministère de l'économie nationale, chose tout à fait nouvelle, avec la montée du Front populaire. Un des aspects importants dans la mise en place d'un réseau néolibéral en France, ça a été la construction d'une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui s'appelle les éditions de la librairie de Médicis, qui ont été fondées en 1937. C'est une maison d'édition qui a été créée par une femme qui s'appelle Marie-Thérèse Génin, ce qui n'est pas très courant dans cet univers assez masculin. C'est une femme qui est liée à un des dirigeants du syndicalisme patronal français, qui s'appelle Marcel Bourgeois, et qui va l'inciter à mettre en place une maison qui diffusera essentiellement des textes d'intellectuels à destination d'un public d'intellectuels. Donc c'est au sein des éditions de Médicis que va être publiée La Cité libre de Walter Lippmann, qui a servi de prétexte à l'organisation du colloque Lippmann. Mais c'est là aussi que vont être publiés certains textes de Hayek, des textes de Rueff, des textes de Ludwig von Mises, et en tout cas près d'une quarantaine de textes entre 1937 et 1940. C'est dans cette maison d'édition que vont être publiés les actes du colloque Lippmann, colloque qui s'est tenu dans les locaux de l'Institut international de coopération intellectuelle. C'est un organisme disparu aujourd'hui, mais qui est l'ancêtre de l'UNESCO. Donc c'est quelque chose qui s'est passé dans un cadre relativement officiel. Donc ce colloque a reçu 26 participants, et si on considère de manière rétrospective, on voit l'importance de ces participants. Parmi eux, on trouve Friedrich Hayek, donc un futur prix Nobel d'économie. On trouve quelqu'un comme Robert Marjolin, qui sera un des piliers de la construction européenne. On trouve les fondateurs de ce qu'on appelle en Allemagne l'économie sociale de marché, c'est Alexander Rustow et Wilhelm Röpke. On trouve le conseiller financier du général de Gaulle, Jacques Rueff, et on trouve même le concepteur de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, qui s'appelle Stéphane Possony. Bon, tout ça c'est vu de manière un peu rétrospective, parce qu'à l'époque ce sont évidemment des gens beaucoup moins connus. Le colloque va durer 4 jours, pendant lesquels vont être débattus essentiellement des responsabilités éventuelles du libéralisme dans la crise des années 30, et vont être débattus aussi des moyens de rénover le libéralisme et de pouvoir construire une opposition internationale au planisme et au socialisme. Hayek et von Mises, ce sont les représentants d'une des tendances du néolibéralisme, et d'une seule en particulier, qui est ce qu'on appelle l'école autrichienne. Ce sont des partisans d'un libéralisme assez radical, qui ne donne à l'État qu'un pouvoir minimal. L'État minimal, c'est un slogan repris souvent par des disciples de Hayek et von Mises. Alors ce sont deux personnes qui ont des idées économiques un peu différentes. Les libéraux glosent souvent sur leurs divergences possibles, mais qui ont un certain nombre de points communs.
Le premier, c'est que pour eux, la science économique n'est pas toute leur œuvre, c'est qu'une petite partie de leur œuvre. Alors von Mises parce qu'il considère que c'est une branche d'une science plus générale, la science de l'action humaine. Hayek parce qu'il a très tôt quitté les préoccupations purement économiques pour s'intéresser à la psychologie, il a travaillé sur le cerveau, il s'est intéressé aux ordres politiques, au droit, etc. Pour eux, l'économie, c'est une discipline qui est leur discipline d'origine, mais qui ne couvre pas l'ensemble du champ des sciences humaines. Ensuite, ce sont des gens qui ont une conception de la science économique assez particulière, celle de l'école autrichienne, c'est-à-dire que c'est une économie qui n'est absolument pas positive, on ne s'appuie pas sur des statistiques, sur des données chiffrées, etc. Mais on développe tout à partir d'une axiomatique. On va considérer des situations idéales typiques, entre guillemets, où on va voir comment un individu rationnel agirait devant des arbitrages qu'il doit faire entre le travail et le loisir, entre dormir ou s'enrichir, enfin, etc., avec des métaphores de type Robinson Crusoe perdu sur son île déserte. Troisième élément qu'ils ont en commun et qui est assez important pour comprendre l'histoire du mouvement néolibéral, c'est une conception du travail intellectuel et du rôle des intellectuels vis-à-vis du socialisme. Hayek et von Mises sont des gens qui ont une pensée très élitiste et très aristocratique et qui, grosso modo, pensent que la grande masse de l'humanité ne pense pas. C'est une phrase qu'emploie von Mises dans son livre Le Socialisme. La grande masse de l'humanité ne pense pas. Et seule une minorité d'intellectuels pense, et pense pour tout le reste de la société. Et donc leur idée, c'est qu'il faut que des intellectuels pensent dans leur coin et puissent progressivement prendre le contre-pied du socialisme que d'autres intellectuels ont inventé et diffusé dans les masses, avec l'idée que les masses ne sont pas spontanément socialistes, c'est une idée que des intellectuels leur ont mis dans leur tête. Et donc ils accordent une place centrale à l'action des intellectuels dans les transformations sociales, dans les transformations politiques, dans les transformations économiques. Et c'est un peu ce qui explique qu'ils vont mettre en place des organisations comme la Société du Mont Pèlerin.